Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Après le retrait de l'État camerounais du capital de la compagnie panafricaine Air Afrique, le 26 juillet 1971, l'Assemblée générale constitutive des actionnaires réunis à Yaoundé décide de fixer à 1,5 milliard de francs CFA le capital social de Cameroun Airlines, divisé en 30 000 actions de 50 000 francs CFA chacune. Cameroun Airlines était officiellement né. Le baptême de l'air et le début de l'exploitation de la Camer commence effectivement le 1er novembre 1971. Ce sera alors le début de plusieurs activités faites de fortes turbulences, qui se solderont par le transfert des actifs de cette société dans la Cameroun Airlines Corporation, Camerco, le 11 septembre 2006. Mis de côté le bref épisode Gilbert Mitonon entre 2008 et 2009, Camerco, depuis son vol inaugural le 28 mars 2011, s'est plus distingué par une valse de directeurs généraux que par ses performances. Entre Alex Van Elk et lui, Georges Ndipendi Kwotu, à la tête, le dernier en date, 4 se sont succédés à la tête de l'étoile du Cameroun, donnant à penser que l'erreur se trouve dans le management, une position très loin de faire l'unanimité. Camerco, comment décoller? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Camerco, comment décoller? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Nunay. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Que vous nous faites enfin d'être sur le plateau d'Equinox. Merci Serge Alain, c'est moi qui vous remercie de m'inviter pour essayer d'éclairer les Cameroun. Voilà, vous êtes ingénieur maître S-qualité. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de casquettes. Oui. La casquette d'expert aéronautique, mais aussi la casquette de la qualité, donc le management de la qualité, que j'enseigne dans les universités. Voilà, vous réunissez près de 40 années d'aéronautique. Donc 25 à la Camer et 15 à ASECNA. Voilà, donc en fait, dans 2 domaines de l'aéronautique, c'est-à-dire la compagnie aérienne et la navigation aérienne, la sécurité de la navigation aérienne. Donc vous êtes tout aise pour parler de comment faire pour, je vais le répéter, faire décoller Camerco. Mais bien sûr. Ok, c'est pourquoi vous êtes là. Une fois de plus, on a décidé de faire une seconde escale à Camerco aujourd'hui, après celle de mardi dernier. Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir, c'est Alain. Voilà, vous êtes là sur ce plateau, journaliste, conseiller directeur de la publication du quotidien Le Messager. C'est bien cela. Et c'est un honneur pour moi d'être entouré de gros experts. Je crois que je partirai d'ici avec une mémoire non seulement rafraîchie, mais davantage bien pleine. Vous parlez d'experts, et lui, c'est la Régie nationale des chemins de fer. Thomas Tanquet, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bienvenue sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Voilà. Je reviens à vous, Nunay. Quelles sont les nouvelles? Vous avez vu le Dja? Comment il se porte, le Dja, aujourd'hui? Il est où? Alors, comment ça peut il se trouve? Dites-nous. Alors, le Dja se trouve à l'aéroport de Bolé en Éthiopie, à Addis Abeba. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Alors, cet avion est parti pour la simple bonne raison qu'il était déjà ce que nous appelons dans l'aéronautique obsolète. Il ne pouvait plus faire concurrence à un autre avion. Il consommait beaucoup parce qu'il a des moteurs de très vieille génération, alors qu'il y a des moteurs de nouvelle génération. Et non seulement cela, mais ces 2 moteurs qui sont accrochés sur cet avion sont des moteurs qui ont été loués. Qui sont des moteurs, si cet avion arrivait aujourd'hui dans un aéroport en Occident, on le bloquerait pour décrocher ces moteurs. Mais il n'y a pas que le moteur, n'est-ce pas? Il y a aussi une des jambes de train qui est en location, qui est arrivée en fin potentiel. Elle aussi, elle ne permet pas à l'avion de voler. Mais ce que je veux dire, c'est que cet avion, il est vraiment de très vieille génération, parce que cet avion est de création il y a 27 ans. Le 767 ER, Boeing ne le fabrique presque plus. Et depuis qu'il est parti à Addis Abeba, il n'a pas bougé de là où il est.
il est pratiquement dans un parking que nous appelons le parking de garage, donc le parking, une sorte de parking poubelle, où il est garé. Quand vous êtes à l'aéroport d'Addis, que vous atterrissez, si vous êtes assis du côté gauche de votre aéronef au moment de l'atterrissage, vous allez voir cet avion, le JA. C'est un avion qui n'a plus de valeur vénale aujourd'hui. Vous savez, un 767 coûte quand même dans les 160 milliards. Et celui-là, à une époque, vous l'avez entendu, le directeur général de Camerco l'avait annoncé une fois, en disant qu'il peut le vendre à 3 milliards. Et quand il dit ça, les Camerounais croient que c'est de l'argent. Aujourd'hui, il ne vaut guère que 23 000 dollars. Non, à peu près 1,8 milliard de CFA. Il faut donc rapidement le vendre parce qu'au fur et à mesure qu'il reste sur place, sa valeur baisse. Sa valeur baisse pourquoi? Parce qu'un avion, lorsque vous l'immobilisez, en termes de maintenance, parce que nous, on évalue, n'est-ce pas, la maintenance. Lorsque vous immobilisez un avion au sol pendant 1 an, vous lui faites faire une maintenance de 4 ans. C'est-à-dire que la maintenance que vous deviez faire d'1 an, si elle devait vous coûter 1 000 francs, elle va vous coûter 4 000 francs. Celui-là est au sol depuis 4 ans, à peu près 3 ans. 3 ans, vous multipliez par 4. Ça veut dire que la valeur de la maintenance de cet avion aujourd'hui est 12 fois, n'est-ce pas, égale à celle de la maintenance au moment où il est parti. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas aujourd'hui l'entretenir. C'est un avion qu'il faut vraiment vendre. Vous allez me dire, mais on va le vendre à qui? À qui, justement? Ben, vous avez des gens qui achètent ce genre d'avion, qui ne font pas le commercial. Je veux dire, le commercial pour transporter les passagers ou le fret, mais qui font du transport. Je ne vais pas dire quel type de transport, mais ce transport leur rapporte beaucoup d'argent et ils peuvent se permettre de consommer autant de carburant. Alors que le billet d'avion que le passager paye ne permet plus de payer, n'est-ce pas, la maintenance de cet avion. Okay. Il est donc à Addis Abeba et il est vraiment dans la poubelle. Ok. Alain Djibo, on vient de parler du JA là. Il y avait une autre fierté qui était le Mont Cameroun, le Boeing 747 CAB, qui lui depuis 2002, c'est en 2002 qu'il a arrêté. Avec ce qui s'est passé à Paris, je crois qu'il est là, il ne va pas me démentir, c'était en 2002, avec le commandant Ngounou. Oui. Voilà, le dernier voyage, on va le dire comme ça, du 747. 747 oui. Il est sorti de piste. Oui, sorti de piste. Sorti sorti de taxiway, parce que c'est différent. Et lorsque vous êtes sur la piste, c'est la piste d'atterrissage ou de décollage. À ce niveau, on est dans des grandes vitesses. Mais dans les taxiways, c'est pour aller du parking vers la piste ou de la piste vers le taxiway. Oui. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, l'avion roule au maximum à 45 km à l'heure. Jusqu'aujourd'hui, personne ne peut vous dire pourquoi cet avion est sorti du taxiway. Okay. Et une des roues de la jambe droite est rentrée dans un caniveau. Et bien sûr... On était bien à Paris. Hein? Oui. Et l'aile qui est une très longue aile sur le 747, les moteurs ont dû toucher le sol. Et à ce niveau-là, vous avez énormément de contraintes sur, n'est-ce pas, l'encolure de l'aile. Et bien sûr, un avion comme celui-là, vous ne pouvez pas le réparer. Voilà. Et ces oiseaux qui s'étaient fait bouffer par les réacteurs de ce combi-là? Alors, les oiseaux, c'est prévu que les réacteurs bouffent les oiseaux. C'est prévu. Tous les réacteurs doivent bouffer les oiseaux. Et c'est un risque. Tout ce qui est risque, on doit le réduire. On le réduit d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas le réduire en mettant, par exemple, un grillage sur les réacteurs. Sinon, vous diminuez, n'est-ce pas, la puissance du réacteur, la puissance d'absorption de l'air. Qu'est-ce qu'on fait? On met les pompiers, d'abord, c'est pour ça que les pompiers vont toujours faire le tour de piste. Et ensuite, on a aujourd'hui, au niveau de la piste, un certain nombre d'équipements qui émettent des sons, n'est-ce pas, qui chassent les oiseaux. Quelquefois, vous entendez un ouh, tout le monde pense que qu'est-ce qu'il y a au bout de piste là-bas? En fait, on fait fuir les oiseaux pour qu'au décollage, parce que quand l'avion a déjà décollé, à un certain niveau, il n'y a plus les oiseaux. Les seuls qui sont là, c'est les aigles et que vous ne pouvez pas facilement. Merci, Yuna. Bon, Alain Djibo, ouais, justement, je demandais, en 2002, le combi qu'on appelait la 11e province, à l'époque, il est parti, on était en 2002, voilà, on vient de suivre l'histoire dramatique du JA. Une autre fierté qui est partie comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que Camerounais? Bon, je suis choqué, je suis même
outré de savoir que ce qui constitue encore comme le symbole de notre fierté nationale, l'un des symboles de notre fierté nationale est aujourd'hui en lambeaux quasiment à vendre, à savoir le Ndjar. Après la séparation douloureuse d'avec le combi dans les circonstances que M. Nounia vient de nous rappeler. Donc je dois dire qu'en fait, cela montre que effectivement la seule chance pour notre compagnie nationale reposait jusque-là sur le Ndjar. Maintenant, la vie d'expert nous amène à modifier nos prises de position par rapport à la thématique même de ce jour. Comment faire pour redécoller? Oui. Je pensais que sur ce plateau, on allait envisager sérieusement le retour du Ndjar comme devant permettre à Cameco de se redresser, y compris en achetant d'autres aéronefs, parce que la flotte de Cameco, il faut le dire aujourd'hui, ne compte plus rien comme aéronef de qualité. Okay. Et donc, les Camerounais qui s'identifiaient à leur Boeing, le Ndjar et hier encore le 747, le combi, sont aujourd'hui au regret de constater que ces avions n'existent plus, ne sont même plus la propriété même du Cameroun. Si on n'en juge pas la dégradation, n'est-ce pas, de cet aéronef qui est aujourd'hui dans la poubelle à Addis Abeba. Ok. Thomas Tanque, vous avez appris, comme beaucoup d'autres Camerounais, ce changement à la tête du top management de Cameco. C'est un problème d'homme. Ernest Dicom n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. C'est quoi pour vous? On pourrait le dire ainsi, mais j'ai une autre approche. Oui, laquelle? Je crois que ce n'est pas le changement de responsable à la tête de Cameco qui amènerait peut-être un changement global et général pour cette entreprise. Encore que, aujourd'hui, je crois hier ou aujourd'hui, je suivais un documentaire sur la structuration d'une compagnie africaine basée à Addis Abeba. Elle s'appelle Ethiopian Airlines. Écoutez, j'étais non seulement ému, mais très surpris de constater que l'actuel directeur général d'Ethiopian Airlines, c'est un ex-employé de la maison. Et pourquoi je le dis? Je le dis pourquoi? Parce que lui, il a de la matière. Il a vécu l'entreprise d'un pas de l'intérieur, c'est-à-dire step by step, un pas après l'autre. Il est sûrement, je peux me tromper, peut-être mieux outillé pour connaître les méandres, n'est-ce pas, de la gestion de cette entreprise. Mais je suis très honoré d'avoir en face de moi un monument de l'exploitation aéronautique. Je ne voudrais pas lui faire une publicité, mais moi je pense à mon humble avis que c'est ce type de ressources que nous pourrions avoir, qui non seulement ont connu... Vous voulez Nounia un certain Nounia, tout à fait, pourquoi pas? C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que je voulais dire, de toute façon. Merci de m'avoir prêté le mot. Parce que j'ai dit que, en fait, lorsque nous prenons, je ne critique pas la décision du chef de l'État d'avoir nommé cet homme à cet endroit. Oui. Mais en tant que Camerounais, moi j'ai l'impression que celui qui est dans la maison, qui a grandi dans la maison, qui a fait ses classes dans la maison, qui a ce qu'on appelle ces lettres, on appelle ça quoi, ces états de service dans la maison, j'ai l'impression qu'il a un petit brin, quelque chose de plus par rapport à celui qui vient pour découvrir et manager. Bien entendu, je voudrais nuancer, bien entendu, celui qui est dans la maison pour compléter sa formation, pour compléter, n'est-ce pas, sa capacité à gérer, on peut lui donner, n'est-ce pas, une formation de gestionnaire d'entreprise et vous assure que les choses iraient davantage mieux. Justement, Nounia, le document que vous m'avez fait parvenir, vous parlez de 6 mesures de succès pour réussir. La première des mesures, vous dites qu'il faut nommer un directeur général, dirigeant, responsable. Ça veut dire quoi? Alors, il faut tout de suite que je remercie Thomas Tanque. Monsieur Thomas Tanque. Mais je l'ai déjà dit, vous me donnez, Serge Alain, le droit de dire à tous les Camerounais que dans ma culture, je n'ai jamais pensé à mon âge, parce que j'en ai 67, à être directeur général de Cameco. Merci, le pays vous demande. Attendez, parce que je continue, n'est-ce pas? La tête peut répondre, mais le reste du corps ne répond pas.
pour être directeur général, je sais ce que c'est. Oui. Je sais qu'il faut courir, je sais qu'il ne faut pas dormir, je sais qu'il faut. Et ce n'est pas ça que je compte faire aujourd'hui. J'ai dit encore une fois, je suis un conseiller. Si le Cameroun me dit, venez nous conseiller au niveau du conseil d'administration, je ne refuse pas. Mais au niveau de la direction, il y a des jeunes. Et je voulais encore continuer ce qu'il a dit. Oui. Aujourd'hui, parce que vous lui avez posé une question, il n'a pas répondu. Pour moi, un manager, celui qui est compétent, doit être compétent pour l'objectif qu'il doit atteindre. Oui. Quand on vous appelle et on vous dit, voici une compagnie aérienne qui est couchée, il faut la relever. Si vous êtes compétent, la première chose que vous commencez à faire, c'est qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les compétences qu'il faut à cette compagnie pour qu'elle soit relevée. Il faut telle et telle compétence. Moi, je ne les ai pas. J'en ai 2, il m'en faut 2. Vous recrutez des gens compétents, n'est-ce pas, qui ont ce métier et qui viennent vous aider. Vous devez dire la vérité. Et ensuite, maintenant, vous faites votre programme. Quand vous finissez de faire votre programme, vous dites, si je n'ai pas telle ou telle chose, je ne peux pas gérer cette compagnie. Si vous n'arrivez pas à le dire et que la compagnie ne décolle pas, vous êtes incompétent. Parce qu'un compétent, c'est celui qui sait dire, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas ça. Or, ici au Cameroun, qu'est-ce qu'on remarque? On donne quelque chose à quelqu'un et vous entendez, je ne peux pas dire, par exemple, dans ce cas, nous allons le voir, que l'État n'a pas fait. Vous allez voir dans mes mesures, d'ailleurs, que je le prévois. Mais je dis, si moi, aujourd'hui, j'étais directeur général, j'arrive, je fais le point. D'abord, première chose, le point que je le fais avec les consultants ici. Pas les plans de Boeing Corporate ou Boeing Consulting, qui sont des images. Il y a des gens ici qui sont compétents pour faire la consultation, pour faire un audit et pour me dire ce qui ne marche pas dans la compagnie. Il y en a ici. Si vous me demandez aujourd'hui de les constituer, moi je les ai dans ma database. Donc, on peut faire, et une fois que j'ai su ce qui ne marche pas, je le propose au propriétaire. Monsieur le propriétaire, voici ce qu'il me faut pour relever cette compagnie. Si vous me le donnez, voici comment je vais faire. Au premier trimestre, je serai ici. Au deuxième trimestre, je serai là. À la fin de l'année, je serai ici. Après 2 ans, je serai là. Et j'attends. Si vous ne me le donnez pas, je démissionne. C'est clair. Je ne commence pas à tergiverser, à dire, ouais, bon, mais comme c'est, je suis patriote. Je ne suis pas patriote quand je sais que je vais mourir, quand je sais que mon honneur va mourir. Alors, maintenant, si nous revenons sur les... Non, on va revenir. Vous dites que vous vous adressez au propriétaire. Le propriétaire ici, c'est l'État. L'État. Je m'adresse à l'État. Le président de la République, pour faire simple. Bien sûr. Voilà. Et il est représenté par le ministre. Voilà. À chaque fois, là. Vous savez, il y a un président du conseil d'administration. Oui. Vous êtes sûr que vous allez vous entendre? Mais je suis sûr qu'on va s'entendre parce que... Vous êtes sûr? Oui, si vous regardez les 6 mesures que j'ai proposées, la 6e mesure, oui, c'est avec... signer un contrat de performance avec le conseil d'administration. Alors, c'est pour ça que je voudrais que le Camerounais arrête. À chaque fois que nous parlons de la compagnie aérienne, que vous commencez à faire des comparaisons avec Ethiopian Airlines. Oui. Ne faites plus de comparaisons, n'est-ce pas? Nous sommes comme si on était dans un match de football. Il y en a qui sont à la Ligue 1 et il y en a qui sont... À la Ligue non, même, comment vous appelez ici au Cameroun, ceux qui ne sont même pas à la 2, qui sont même à... Oui, les clubs amateurs. Voilà, les clubs de quartier. Vous ne pouvez pas les comparer. Les mesures que je donne, c'est ce que Ethiopian fait. Quand vous parlez de ce DG d'Ethiopian que nous connaissons, tout à fait, qui a été un employé, tout à fait, qui aujourd'hui est DG, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entouré d'un certain nombre, et nous allons le voir. Une des mesures, je crois que c'est la 4e, les responsables désignés. Oui, recruter des employés. Et des responsables désignés. Oui, responsables désignés. Il les recrute, et il ne les recrute pas parce que c'est le cousin, ou la cousine, ou le frère, ou le neveu. Il les recrute soit à partir d'un cabinet, soit à partir d'un certain nombre de cahiers de charges que vous devez remplir, et il les fait certifier par l'autorité aéronautique. Une fois qu'il l'a fait, qu'est-ce qu'il fait? Il signe un contrat de performance avec son conseil d'administration. C'est ce qu'Ethiopian fait. Ce monsieur dit au conseil d'administration, monsieur du conseil d'administration, l'année prochaine, au mois de mars, après 3 mois, je serai à tel niveau. Après 6 mois, je serai ici. Après 9 mois, je serai là. Après 12 mois, je serai là. Quand il n'y est pas, il n'attend pas qu'on l'enlève. Il démissionne lui-même.
Ok. Il vient, il dit, je démissionne parce que je n'avais pas pu attendre. Ok. Et vous n'entendez aucun bruit quand il a démissionné. Puisqu'il a démissionné lui-même, il sait qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Ok. Jonathan Batengene, bonsoir. Bonsoir, c'est Jardin. Bienvenue sur le plateau. Merci, c'est un plaisir. Une autre mesure préconisée par Nunai, c'est acquérir l'outil de production moderne, c'est-à-dire les avions. Est-ce que Camerco pouvait réussir sans avions? Jonathan Batengene. Il est clair qu'une compagnie commerciale ne peut pas réussir si elle n'a pas son produit commercial. En le cas d'espèce, c'est les avions. Avec des MA60, un seul qui était fonctionnel, Oui. un autre, on apprend qu'il manque de pilotes. Ça veut dire que même en termes Non, de le rentabilité... Q400, il y a un seul équipage. Je parle sous le contrôle. Un Effectivement. seul équipage et c'est pas faisable. Ça peut pas marcher. Ça devient problématique parce que le produit commercial n'est pas disponible, comme on dit, sur le marché en marketing. Si le produit n'est pas sur le marché, on ne peut pas le vendre. Et même si on a les meilleurs directeurs, le plus capé du monde, on ne peut pas devenir productif. C'est l'un des problèmes que Camerco a accusé, mais il y a bien plus que ça. J'ai suivi tout à l'heure M. Nunai parler du discours prescriptif, comme quoi ça c'est des mesures chocs à prendre pour que ça change. Mais la réalité est aussi bien plus complexe. Son employeur direct, lui, il a défini que c'était l'État. Mais maintenant, l'État, c'est une entité théorique. Il y a la réalité de l'État qui représente l'État. Dans le cas d'espèce, on ne sait pas trop. Le conseil d'administration, le ministre du Transport ou d'autres acteurs qui appartiennent à l'État mais qui participent de la nomination des grands DG au Cameroun. Lequel donc sera votre interlocuteur? Mais ça ne marche pas. Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter avec cette façon de fonctionner? C'est ça le problème. Serge Alain. Oui. Dit qu'on arrête de fonctionner, je rentre dans le discours prescriptif et normatif qui ne regarde pas d'abord, qui ne fait pas d'abord le diagnostic de ce qui coince. Comment je vais adopter une mesure sur un problème que je ne comprends pas? Ma mesure sera certes belle, c'est comme des gens qui produisent le monde dans leur chambre, mais quand ils sortent, le monde est différent. On ne peut pas y aller avec ça. D'abord, Camerco souffre d'une grande neutralisation des réseaux à son sommet. Maintenant, son personnel même qui est recruté, est-ce que les gens comprennent la complexité de ce personnel dans la façon dont ces gens ont été recrutés? Donc quelques chiffres, hein. J'ai les chiffres jusqu'en 2017. En 2016, il y avait 814 personnes. En 2017, 590. Camerco. 590. Maintenant, parmi le personnel qui est resté, combien ont bénéficié de leur soutien dans les réseaux parallèles? Si on confie la compagnie à M. Nunai, j'ai bien peur, vous avez mis le titre « Comment décoller ». Oui. Que se rendant compte que les réseaux neutralisent véritablement son travail, il va démissionner parce qu'il est objectif, je l'ai suivi. Oui. Mais si on dit on veut décoller, il faut donc s'attaquer d'abord au véritable problème. C'est enlever ces réseaux qui gèrent cette grande compagnie. Ok. L'un des premiers facteurs. Il y a une anomalie qui s'est produite, même si pour beaucoup c'est normal, c'est une anomalie. C'est le PCA qui devient le directeur général. Nunai va nous expliquer tout à l'heure. Il peut l'expliquer, mais il faut bien qu'il tienne compte. Lui peut justifier parce que je l'écoute souvent, Serge. Je l'écoute souvent. Et j'ai bien peur qu'il soit trop engagé en tant qu'acteur dans le domaine, à tel point qu'on ne peut plus cerner la subjectivité de l'être. Chaque fois qu'il produit un discours, ça semble objectif, mais tel que je l'écoute, je perçois qu'il y a un niveau de subjectivité très élevé. Si elle nous dit que le directeur, parce que je l'ai suivi la fois dernière quand on a nommé l'ancien directeur, il avait posé un ensemble de constats qui faisaient croire que ce type pourrait être objectif. Maintenant, il faudrait qu'il ait les coudées franches, il avait posé. Aujourd'hui, il a posé un autre diagnostic. Ça veut dire que si on a toujours des acteurs comme ça, qu'on privilégie, qui ont un discours subjectif très engagé sur la question, mais qui sont les techniciens du domaine, on risque de ne pas sortir de l'auberge. Ok, ok.
Vous aviez une précision. Oui, non, j'avais une précision, mais je veux d'abord lui dire que le document que je vous ai envoyé, je regrette qu'il parle de la subjectivité. Le document que j'ai envoyé au président du conseil d'administration, les 6 mesures, septembre 2016. Vous avez envoyé, c'est-à-dire l'actuel directeur général. Non, je dis que ce document, je l'ai envoyé au président du conseil d'administration en septembre 2016. Il s'appelait M. Mefiro. Ah, Mefiro. Pour lui dire, si vous prenez ces mesures, tout ce que vous dites là, je l'avais déjà dit. Aujourd'hui, je ne fais que me répéter. Je n'ai absolument aucune subjectivité sur rien du tout. Ce que je dis, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures, vous les prenez. Moi, je ne peux pas savoir qu'il y a les réseaux. Parce que quand on va vous demander où sont les réseaux, vous risquez même de ne pas pouvoir justifier un certain nombre de choses. Ce que je dis quand je parle à la télé, je parle à la télé comme un manager, comme un technicien, sans rentrer dans la politique. Je ne fais pas du tout de la politique. Je ne suis dans aucun parti, je ne suis dans aucune religion. Je dis, et je continue à soutenir, ces mesures qui sont 6. Si ça ne se passe pas de cette manière, la caméra ne se relèvera pas. Je n'ai pas besoin de dire que l'autre a fait. Je dis, vous avez choisi quelqu'un. Vous me dites, nous avons choisi. Je dis, maintenant que vous pensez qu'il est compétent, c'est vous qui pensez qu'il est compétent, vous devez acheter les avions. Si vous continuez, parce que j'entends là, on parle de... Vous parlez d'avions modernes, adaptés et en nombre et en qualité. Oui, mais parce que quand on vient nous parler sur le plateau, on nous parle MA60. C'est un mot que je n'aime pas, prononcer. Parce que le MA60 n'est pas un avion. Je vous le dis Le véritable nom, c'est Zihan Aircraft Industry. J'ai dit que cet avion... Écoutez, je dis que cet avion n'est pas un avion. Cet avion n'a pas été arrêté à cause des pilotes ou des équipages. Cet avion est arrêté pour une raison. La maintenance, il n'y a personne qui sait maintenir ces avions. Les Chinois les maintenaient. Non seulement la caméra n'a pas pu payer les pièces pour ces avions, parce que ces pièces n'existent pas partout, elles n'existent que chez Avic en Chine, mais en plus, parce que ces Chinois sont partis, parce qu'on ne les payait pas pour la maintenance. Ces 2 avions ont été immobilisés. Les 2 737 qui sont venus et que tout le monde a applaudi, au moment où je disais que les MA60 c'est des vélos, un avion de 42 places. Vous savez que le bus de garantie, je regrette la publicité, que le bus de garantie a plus de 42 places. 70. Vous prenez donc un avion de 42 places et vous l'appelez avion. Il ne peut jamais, je l'ai dit ici, que quelqu'un vienne me démontrer sur le plateau, cet avion ne peut jamais être rentable. Il faut quel niveau de remplissage pour qu'un MA60 soit rentable, par exemple sur Bafoussam, sur Bertois, sur Yaoundé? Aucun. Il atterrit toutes les 29 minutes, toutes les 20 minutes. Un avion est entretenu non seulement par le nombre d'heures de vol, mais par le nombre d'atterrissages. Donc plus il atterrit, plus il coûte cher. Il ne peut donc pas être... C'est des petits coucous qui ne peuvent pas être rentables. Quand on a acheté les 2737, et là je vais vous donner l'histoire parce que vous ne la connaissez pas. Ils étaient utilisés en leasing d'abord. Hein. Ok, quand on les achète, en 2017, ACMI, on les achète, ok? On les achète en sachant que ces avions, d'abord on les achète à combien? 25 milliards de 737. Ça veut dire que chacun a coûté combien? 12 milliards et demi. C'était en 2017. Un avion neuf. Monsieur Nolan, 90 milliards. Permettez, on est en 2017. Je vais vous donner le nom du directeur général à l'époque et le nom du PCA. Nous sommes en 2017. Bon, le directeur général, c'est Ernest Dikoum et le PCA, c'est Louis-Georges Ndipendi Koto. Mais bien sûr. Voilà. Donc, on achète ces 2 avions à 25 milliards. Au moment où je suis en train de dire sur les plateaux de télé que les MA60 ne sont pas des avions et que ça va être arrêté. Quand on les achète, publicité. Tous les partis. Vous voyez les gens du parti au pouvoir qui viennent. Oh, non, maintenant on a acheté les avions. Appelez encore cet expert-là qui vient parler. Oh, on parlait de vous. Oui, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un autre. Mais à ce moment-là, ces avions ont 2 ans de potentiel d'exploitation. 2 ans de potentiel d'exploitation. Donc nous savons que dans 2 ans, 2017, ils vont être arrêtés en 2019. Aucun Camerounais ne parle de ça. Il n'y a que moi qui dis, mais vous avez acheté des vieux avions, ils vont être arrêtés. Et pour qu'on leur ajoute un potentiel, il faut que sur chaque avion, qu'on dépense entre 30 milliards et 60 milliards. Mais on les achète quand même en pensant que l'État camerounais, en 2 ans, pourra avoir de l'argent pour le faire. 2 ans plus tard, le voilà, au sol
bloqués. Ok. Parce que pour Les les douanes, ils ne sont pas à 10 à peu près. Ils sont ici. en fait, pour nous, un avion qui ne vole pas, c'est pas un avion. Un avion est fait pour voler. Ok. Qu'il soit à Addis Abeba ou à Ndjongmebi ou n'importe où, il est au sol. Ok. Voilà, c'est clair. Oui, Alain Djipou, oui, après Thomas Tanque. Alain Djipou d'abord. Oui, je voudrais quand même m'exprimer sur la nomination de nouveaux dirigeants là, pour indiquer quand même que j'ai... Quoi, le fait du PCA qui devient directeur général ou Bon, bien... je vais y revenir, Oui. mais davantage sur la nomination d'un membre du gouvernement comme PCA. Oui. Vous savez très bien que la loi de ce pays n'autorise plus ce genre de gymnastique. On a voté en 2017 une loi sur les entreprises publiques. Et si mes souvenirs sont bons, il s'agit bien de la loi de 2017-010 du 12 juillet 2017, justement, qui fixe l'incompatibilité. Quand vous êtes membre du gouvernement, vous ne pouvez plus être PCA d'une entreprise parapublique. Donc, je suis toujours gêné de savoir que la présidence de la République, d'où part, n'est-ce pas, les textes qui fait du ministre Ngale Bibé, le nouveau PCA, produisent, n'est-ce pas, des documents qui sont en parfaite violation avec la loi. Et moi, je suis peiné de savoir que c'est à ce niveau de l'institution que la loi est chiffonnée. Donc, je suis gêné parce que ce n'est même pas le seul cas. On en a parlé. Les ministres qui sont PCA, qui cumulent même des postes de PCA, à tort, parce que la loi est bien claire là-dessus et fixe une ligne à ne pas franchir, la ligne rouge à ne pas franchir. Malheureusement, c'est bien le premier citoyen camerounais qui prend à travers les décrets des textes qui foulent au pied le cadre normatif que l'Assemblée nationale et que l'institution qu'est la présidence de la République a promulgué. Donc, je suis gêné. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur la curiosité camerounaise, comment quelqu'un peut partir de PCA où on définit les politiques, où on assure un certain type de contrôle, où on veille sur la régularité du management et tout, pour les opérations. C'est-à-dire, hier, vous étiez dans le champ du conseil d'administration. Aujourd'hui, vous êtes dans le domaine pointu des opérations, de l'opérationnel, si on veut, on peut faire simple. Moi, on a beau être administrateur civil sorti de l'ENAP, avec une brillance sans faille, mais j'ai quand même beaucoup de réserves à émettre sur la capacité, pas intellectuelle, mais la capacité de management du nouveau DG à pouvoir tenir les défis qui sont les siens aujourd'hui. Parce qu'il est face à des responsabilités qui sont importantes. Il est question de relever une compagnie qui est au creux de la vague. Il est question de redéployer les ailes d'une compagnie qui était pratiquement en banqueroute. Et donc, on n'est pas dans un domaine où il suffit d'avoir quelques compétences dans un domaine précis. Ici, là, c'est un domaine pointu, l'aviation civile. Mais la loi fondamentale reconnaît au président de la République de nommer, il nomme aux emplois civils et militaires. Je ne suis pas en train de contester la régularité de l'acte du président de la République en ce qui concerne la nomination du DG. Il nomme aux emplois. La Constitution lui donne ce droit-là. Oui. Maintenant, le choix qu'il a fait, même si c'est un choix discrétionnaire, pour moi, ça reste problématique. Il faut que ce soit clair. Il a la possibilité de choisir X au détriment de Y. Mais moi, en tant qu'observateur, je note que le profil, l'expérience, le domaine des compétences et autres sont quand même assez délicats. Et les défis qui sont ceux de la Cameco aujourd'hui... Mais est-ce que Djipendi ne connaît pas la maison? Oui, pour avoir été PCA en 2 ans, mais cela ne suffit pas pour avoir la connaissance encyclopédique d'un certain Nounai, par exemple. Oui. Donc, je n'exagère rien, je dis simplement qu'il faut quand même qu'on nomme quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut. The right man at the right place. Je ne suis pas en train de dire que ce monsieur ne va pas apporter des résultats. Mais moi, je dis simplement que mon problème, ce n'est pas la personne de M. Djipendi. Mon problème, c'est celui qui nomme. Okay. Parce que celui qui nomme devrait avoir entre les mains un certain nombre d'éléments qui puissent
lui permet de faire des choix objectifs et des choix non discutables. Ok. Thomas Tanguy. Oui. Bien, Vous avez demandé la parole. Oui, j'ai demandé la parole, merci beaucoup. Je voudrais poser une question à M. Nonaï. Non, c'est moi qui pose les questions. Non, pour ma gouverne. Vous me permettez, s'il vous plaît? Allez-y. Alors, vous avez énoncé 6 points pour... Oui, pour redresser... Merci beaucoup. Pour le succès. Merci pour le succès de la compagnie. Alors, ces 6 points avaient été introduits en quelle année, s'il vous plaît? Je les ai envoyés au président du conseil d'administration en septembre 2016. Merci beaucoup. Mefiro était président du conseil d'administration entre 2016 et 2017. Merci beaucoup. Alors, je crois que cette réponse me permet de développer ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, ça veut dire que ça c'est resté là-bas pendant 3 ans. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais appliqué. Ouais. Je déduis que soit ils n'ont pas voulu appliquer, ou alors ils n'ont pas trouvé ça efficace. Mefiro est parti. On l'a chassé. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas maintenant qu'on applique. Ça aurait dû être appliqué depuis 2016. Mais pourquoi vous n'avez pas relancé avec celui qui a remplacé Mefiro? Parce que d'abord, ayant écrit, on ne m'a même pas répondu. Bien. Vous savez, on ne m'a même pas répondu. Il n'y a même pas de... Ici, non seulement on ne m'a pas répondu, mais je me suis retrouvé sur les plateaux de télé. Bien. Où les gens ont d'ailleurs contredit ce papier. Moi, je peux vous montrer, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, mais pourquoi est-ce que vous êtes si catégorique? Je leur dis, moi je suis un technicien, je ne fais pas de politique, je ne fais pas les réseaux, je ne fais pas ce genre de trucs. Je vous dis exactement qu'est-ce qu'il faut, je donne des conseils. Et je les ai donnés à la personne. Et je me suis rendu compte, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mouna a été pendant 25 ans aux côtés de Humphrey Mouna, pour ceux qui connaissent. Il était directeur technique à Cameroun Airlines. Humphrey Mouna. Et ce que je dis, c'est que personne ne voulait m'écouter. Maintenant, si vous voulez, je peux vous dire, parce que j'ai un témoin qui s'appelle le commandant Betam, oui. Nous sommes allés voir le ministre des Transports, qui a enlevé Mefiro. Et je lui ai parlé de ceci. Je lui ai parlé. Je ne lui ai pas envoyé un courrier. Mais je dis que j'ai un témoin. Il est vivant. Le commandant Betam. Il s'appelle le commandant Betam. C'est lui qui est venu me chercher chez moi pour me dire, on veut t'écouter pour peut-être 2 ans après. Et je suis allé parler en direct, comme ça, devant le ministre. Mais écoutez, moi je ne suis pas là. Et ensuite, je vais vous dire quand même, Serge Alain, j'ai un cabinet, je suis un consultant. On ne peut pas sortir un plan de relance à peu près à 147 millions et on me demande de le corriger à 0 francs. Pourquoi vous pensez que je dois le faire? Parce que moi je suis plus camerounais que qui? J'ai un cabinet qui doit fonctionner. Et on va prendre un cabinet aux États-Unis qui a 12 personnes. 12. Et on vient nous dire que c'est Boeing Corporation. Alors que c'est un Boeing Consulting qui n'a rien à voir avec celui qui fabrique, avec le constructeur. Ok. Alors, Thomas Tanguy. Merci de me repasser la parole. Alors, j'ai posé cette question et j'ai eu des réponses que j'attendais. Oui. En fait, Monsieur Nounaï, moi je remarque que vous avez dit qu'il n'y a pas de comparaison entre Camelco et Ethiopian Airlines. Loin de moi, n'est-ce pas, l'envie de faire cette comparaison, mais je suis bien obligé. Obligé parce que vous avez cité ces points de relance-là comme ce que l'actuel directeur général d'Ethiopian Airlines est en train d'appliquer. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Alors, maintenant, ce qui fait problème, c'est que vous avez sûrement proposé le même plan de relance ici, et il semble que ça a reçu une fin de non-recevoir. Mais mon inquiétude est la suivante. Maintenant, s'il faut appliquer cela, êtes-vous sûr que ça va marcher? C'est la grande question. Peut-être que les gens ont vu que ça ne devait pas marcher. Et puis maintenant, vous avez parlé, n'est-ce pas, de l'équipage des aéronefs chinois. La semaine dernière, cette semaine, je crois bien, il y a un monsieur qui était sur ce plateau, je crois, monsieur Zipan, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Hilaire Zipan. Monsieur Hilaire Zipan, que je salue au passage. Il a raconté une anecdote qui m'a fait sauter de mon fauteuil. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a un ministre camerounais qui est arrivé à Douala. Il devait prendre une correspondance qui devait l'amener à Yaoundé. Il a attendu pendant plus d'1 heure à l'aéroport de Douala pour être embarqué dans un aéronef de Camelco. Et ce n'était pas possible
il était obligé de prendre la route. La route. Nous savons que c'est une route accidentogène et même mortifère. Alors, la raison qui a été évoquée, c'était que il n'y avait pas de pilote. Mais vraiment pour relancer une entreprise comme celle-là, je crois qu'au-delà des plans de relance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et je crois que mon voisin l'a aussi dit, il faut aussi du sien, c'est-à-dire que les gens soient complètement impliqués dans la bonne marche de cette entreprise-là. Et que les recrutements, s'il faut le faire, se fassent sur la base des compétences. Qu'importe le réseau... Yunan le dit, hein. C'est l'un des 6 points. Tout à fait. Okay. Et ma foi, l'avion qui est bloqué à Addis Abeba, le Dja, oui. non mais c'est un avion réformé. Et vous l'avez dit, c'est bien pour les pièces détachées désormais. Parce que si on essaye de mettre l'argent dessus pour le relancer, on risquera de perdre beaucoup plus d'argent que de chercher à acheter d'autres aéronefs. Ok, d'abord Jonathan Batigone. Oui, je suis tout à fait conforté parce que maintenant, au moins quand je disais subjectif, vous voyez que c'est ressorti. M. Nuna, j'ai un cabinet. Donc, il est partie prenante dans les affaires qui concernent la Camerco. Non, ça je ne peux pas vous laisser. Non, je veux qu'on arrête. Je veux qu'on arrête ça. Et je ne veux pas qu'on dise aux téléspectateurs, je n'ai aucun marché avec l'État. C'est dans mes... Je dis bien que je n'ai aucun marché avec l'État. D'accord? Et je ne travaille pas avec Camerco. Aucun directeur de Camerco. Je dis bien aucun. Parce que chaque fois qu'un directeur vient, je refais exactement la même chose. Et moi, on ne me donne pas les marchés. Donc, ne me parlez plus de partie prenante dans l'affaire de Camerco. Mon cabinet ne traite pas que de l'aéronautique. Mon cabinet traite surtout du management de la qualité. Et dans le management de la qualité, monsieur, j'ai de l'argent. J'en ai beaucoup. OK? Bon. Donc, parce que quand vous parlez comme ça, les Camerounais peuvent se dire, si monsieur Nuna est comme il est, c'est parce qu'il a... Okay. Non, je n'ai pas dit que vous êtes prestataire. Je n'ai pas dit que vous êtes... qu'il faut lever ça. Je ne veux pas Jonathan, allez-y donc. Voilà. Ok, donc en tant que chef... Oui, il est quand même chef d'entreprise, ça il faut le noter. Oui. Et donc un chef d'entreprise qui défend un potentiel client dans le cas d'espèce. Donc à ce niveau-là, je crois qu'on ne peut plus parler d'impartialité. À ce niveau d'abord. Maintenant, le deuxième point a été tout à fait réitéré tout à l'heure par M. Tanké. Il a bien précisé que le plan pouvait être utilisé au Cameroun, mais comment est-ce qu'il pouvait être contextualisé? Parce qu'il a remis un ensemble d'éléments sur la table. Et vous-même, Serge Alain, vous avez replacé que M. Dipendi était PCA et qu'il passe DG. M. Dipendi qui était PCA, comment se fait-il que dans les recommandations du conseil d'administration, c'est lui qui est proposé pour être DG? Alors que le PCA à son niveau, j'ai quand même aussi vu comment ça se passe dans une entreprise, le PCA a déjà des capacités de contrôler l'action d'un DG. Le budget de l'entreprise, quand c'est voté, les lignes de dépenses qui sont arrêtées, le conseil d'administration a son mot. Mais pourquoi le PCA se sent obligé de venir dans l'opérationnel? Il faut être clair. Moi, ma vision ou bien ma perspective dans laquelle j'entrevois la Camerco, c'est que c'est devenu comme beaucoup d'entreprises qui marchent pour Cameroun, c'est-à-dire les entreprises publiques, une poche de gabégie. Où des gens détournent les fonds et quand on sent que c'est rentable, les gens se battent pour simplement être à la tête. Et les employés qui sont rémunérés là-bas, puisqu'ils sont pour la plupart rémunérés pour ne rien faire, parce que j'avais des amis à Camerco, et ces amis passaient parfois leur temps au bureau à ne rien faire, Serge. Et ils étaient payés des salaires qui sont importants. Dans l'aéronautique, on paye bien. Et ces personnes-là, quand ils sont payés pour ne rien faire, ça veut dire que c'est intéressant. Les Camerounais qui sont habitués à la paresse aiment ça. Il faut, si on veut décoller, on doit sortir de l'auberge. D'abord, l'une des choses fondamentales qu'il faudrait faire, c'est de rompre avec un certain nombre d'acteurs qui sont actuellement impliqués dans les marchés de la Camerco. Parce que ces gens sont devenus nocifs pour cette même compagnie. On a essayé, quand ils ont préconisé, recruter M. Dicom la fois dernière, ils avaient essayé d'amener quelqu'un qui était un peu plus neutre. Mais le grand problème avec M. Dicom, c'est que autour de lui, et tout le monde n'est pas neutre. Le PCA, c'est un acteur qui est lui-même dans d'autres réseaux.
C'est pas ici qu'on peut analyser les réseaux. Mais comment vous savez? Vous ne pouvez pas faire une affirmation Monsieur, comme celle-là? Non, il est lui-même le PCA. Le PCA, c'est un employé de l'État. Monsieur Serge Alain, comprendre la trajectoire de certains responsables de l'État est très complexe. Non, c'est pas le débat aujourd'hui. Je vous en prie. Non, c'est très important parce que si on se met dans la tête que même le plan de relance, je vous mets même à défi, on amène Air France KLM. Il nous donne un plan de relance des plus performants, contextualisé. Avec ces pratiques, nous allons tuer la Camerco encore. Actuellement, c'est plutôt ces réseaux qui devraient eux-mêmes arrêter d'interférer dans la gestion courante de la Camerco. Et si ces réseaux arrêtent d'interférer, parce que ces personnes savent, ils regardent, s'ils arrêtent d'interférer, si elles arrêtent d'interférer, vous verrez que Camerco, même avec ce directeur, pourra décoller. Il ne s'agit pas forcément d'un plan de résilience trop performant. Ils savent quel est le problème. Mais c'est que dans les dépenses qui seront faites, beaucoup ont déjà fait leur plan. Et ils savent comment ils vont s'arranger pour que cet argent-là disparaisse en chemin. Alain Djipo. Oui, à la suite de Jonathan, je voudrais quand même indiquer que s'il faut évacuer les partenaires de Camerco, ils sont aujourd'hui comme un caillou dans la chaussure de Camerco, parce que ce sont ces partenaires-là qui sont en réalité des prestataires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut d'abord réévaluer la dette de Camerco. Lorsqu'on parlait de plan de relance de Boeing, l'ardoise de la dette cumulée oscillait autour de 35 milliards francs CFA. Je crois que si on réévalue, n'est-ce pas, cette ardoise de dette aujourd'hui, on peut monter à 50 milliards. Et donc, je vois mal comment vous allez écarter ces prestataires avec une ardoise de dette de 50 milliards. Donc, il faut forcément, je crois que c'est l'une des mesures qui a influencé, qui a interpellé, n'est-ce pas, M. Nounaï, c'est bien celle de voir comment apurer rapidement la dette, parce que une compagnie qui veut se relever ne peut pas véritablement le faire si il y a la pesanteur de la dette. Parce que dans la dette aussi, il y a une dette sociale. En dehors des prestataires, il y a les salariés aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques jours, le personnel, à travers les syndicats, les différents syndicats, annonçait une cessation de travail pour 3 mois d'arrivée de salaire impayé, de 3 mois de salaire impayé. C'est pour dire qu'il y a un climat social qui est aussi délétère. Le management actuel de Camer devrait travailler donc à assainir, à rendre potable ce climat social. Et quand j'ai fini de parler du climat social, je voudrais aussi revenir sur la question de la flotte, pour indiquer que c'est également un gros problème. Parce que si aujourd'hui il y a un journal de la place qui a annoncé que l'État va injecter 6 milliards de francs CFA dans la Camer. Bon, moi, quand j'écoute M. Nounaï, je ne sais pas vraiment si on est sérieux en parlant de ces 6 milliards de francs CFA. C'est comme si on prenait 1 litre d'eau pour verser dans la mer des problèmes qu'il y a à Camerco. Donc, pour moi, ces 6 milliards, je ne sais même pas si ça peut suffire pour régler la question de la dette sociale. Parce qu'il y a des entreprises qui sont là, ils menacent de ne plus travailler parce qu'ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas payés, ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres revendications. Donc, moi, ce genre de saupoudrage n'est pas de nature à démontrer le sérieux des pouvoirs publics, à faire rentabiliser, n'est-ce pas, cette compagnie nationale. Et donc, je suis d'avis qu'il va falloir, à un moment donné, que l'État songe à recapitaliser, à ouvrir, n'est-ce pas, les caisses de la compagnie aux initiatives privées. Ok. Vous ne semblez pas d'accord avec Jonathan tout à l'heure? Oui, je n'étais pas d'accord avec lui parce que... Pourquoi? Moi, dans les débats, j'ai horreur qu'on parle des choses qui ressemblent à la sorcellerie. Voyez. Les réseaux, on cache tout derrière les réseaux. Il faut parler. Il faut dire ce qui ne va pas. Si c'est le PCA, vous dites que c'est le PCA et on regarde si ça rentre par rapport à l'OADA, si ça rentre dans ses attributions. Si c'est le DG, c'est le DG. Si c'est le ministre, c'est le ministre.
quand moi je dis l'État, ça veut dire le président de la République qui prend les décisions pour l'État. Je ne parle pas de réseau. Ça veut dire, si on parle de réseau, que c'est quelque chose qui est caché, et vous commencez à dire, il faut d'abord supprimer ça. Un truc qui est caché, vous supprimez avec quoi? Donc si vous n'arrivez pas à supprimer, ça veut dire que la caméra, on ne doit même plus faire de propositions pour relever la caméra. Non, il faut faire attention. Je voulais quand même vous faire une remarque. Dès le départ, depuis qu'on nomme les DG à la caméra, les Noirs surtout, parce que c'est nous qui avons demandé, nous avons écrit. Oui. Le dernier blanc qu'on a nommé ici, parce que je l'appelle le dernier blanc. Matisse? Oui. Mathis. Le Hollandais. Le Hollandais. Oui. Ce Hollandais n'était pas dans la liste parce que j'espère que vous le savez. Le Premier ministre Jan Philemon, qui était PC, a lancé un appel à candidature pour être directeur général de Camerco. Ok. Il y a eu des candidats. Et tous ces candidats-là, il n'a pris personne parmi ces candidats. Il a choisi ce Matisse qui était directeur de l'exploitation avec Van Delk et que Van Delk a mis à la porte parce qu'il a signé un contrat pour 2,737, un très mauvais contrat pour la caméra. Van Delk, son frère qui l'a amené, l'a mis à côté. Il est parti rester à Yaoundé. Il a commencé à chercher à chasser Van Delk. Et on le nomme. Aussitôt qu'on l'a nommé, moi j'ai écrit. Celui qui n'a pas écrit, c'est son problème. Moi j'ai écrit pour dire, vous ne pouvez pas nommer ce monsieur qui était avec l'autre et qui est parti. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de noir qui puisse faire? Et c'est comme ça qu'on va nommer Frédéric Boto-Edimo. On nomme Frédéric Boto-Edimo. C'est là où peut-être que je peux... Moi je dis, la bagarre à la tête de la caméra. Je dis la bagarre, si vous regardez aujourd'hui, il y en a qui ont vu une lettre circuler entre le directeur général et le PCA. Ok. La bagarre à la caméra aujourd'hui, et c'est pour ça que je donne le deuxième point. Oui. Personne à la caméra, je dis bien personne, ni le DG, ni le président du conseil d'administration, ni le ministre, personne ne veut qu'on achète des avions neufs. C'est ça le problème. Je dis personne ne veut. D'abord parce que, comme je disais, aucun des directeurs généraux n'a eu le courage, au moment où il prend la compagnie, de dire ce qui ne va pas dans la compagnie. Okay. Tous ont peur. Et ils ont peur parce qu'ils pensent. Ici au Cameroun, on pense que quand on vous a nommé directeur général de Camerco, vous êtes une personne aux ressources du parti au pouvoir, donc vous ne pouvez pas dire n'importe quoi au président. Alors, ce que je voulais quand même insister là-dessus, pourquoi il y a la bagarre? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas acheter les avions neufs? Oui, c'est un gros dossier, parce que Cédric Noufelé est déjà positionné. Bonsoir Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, nous sommes jeudi, journée fériée au Cameroun, mais nous sommes là pour le 20h. Au menu ce soir, Cédric. Ce soir, vous suivrez l'archevêque métropolitain de Yaoundé fustiger le comportement de certains dirigeants du Cameroun et leurs décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Pour lui, ce sont eux qui sont responsables de ces multiples crises qui secouent la République du Cameroun. Vous l'écouterez en ouverture du journal s'exprimer à l'occasion de la fête religieuse de l'Ascension du Seigneur Jésus-Christ. Nous en parlerons dans un instant. Également, nous reviendrons sur cette ordonnance du président de la République qui vient de modifier la loi de finances 2019. Le budget vient de passer à 5212 milliards de francs CFA et vous verrez qu'à travers les différents chapitres, il y a une volonté de réduire le train de vie de l'État, mais également d'augmenter le taux d'emprunt auprès des différents bailleurs de fonds afin de pouvoir résorber le déficit budgétaire. Nous en parlerons ce soir, Serge Alain. Et voilà. Au moment où le gouvernement veut mettre un terme à ce débat sur le contentieux électoral de la présidentielle du 7 octobre 2018, voilà la Commission africaine des droits de l'homme qui a décidé d'ouvrir un dossier d'instruction invitant Maurice Kamto, principal plaignant, de présenter les preuves et les arguments des irrégularités ayant émaillé ce scrutin présidentiel. De quoi il en retourne concrètement? Quels sont les éléments introduits par Maurice Kamto et le MRC pour faire à ce que leur demande soit recevable auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples? Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, nous avons hâte de découvrir tous ces éléments que vous allez développer dans le 20h. Cédric Noufelé, quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause journal.
Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Eric Yombi, Fotine Zodjou, Valérie Mandengue et maître Simon-Serge Kaka. Maître, vous avez vu, est-ce qu'on peut dire enfin Etienne Tshisekedi Wamulumba chez lui? Chez Alain, on a coutume de dire que rien ne se perd dans la vie, oui, que tout se transforme. Vous comprenez? Ça veut dire que tous les actes que vous posez dans votre vie peuvent vous rattraper d'une façon positive ou d'une façon négative. Oui. Vous voyez, M. Tshisekedi Wamulumba, qui a été un lutteur politique, parce que je préfère m'exprimer ici. C'est un lutteur politique. Même le nom de l'opposant historique. L'opposant historique, il a été 50 ans durant, oui, l'opposant historique de l'ex-Zaïre, puis de la RDC. Oui. Et on l'appelle du côté de Kinshasa le sphinx de Limete, oui, pour symboliser le fait qu'il ait subi toutes sortes de frustrations dans sa vie. Vous voyez qu'il est mort il y a 2 ans. Le régime en place à l'époque n'a pas daigné, comment dirais-je, faciliter le rapatriement de sa dépouille. Plus de 2 ans après, son fils devient président de la République. Et c'est à ce moment que la décision est prise de le rapatrier. Et vous voyez la liesse populaire dans laquelle sa dépouille est accueillie à Kinshasa. Ça veut dire que ce monsieur, on dit souvent dans nos quartiers qu'il n'y a pas de bonne mort. Mais finalement, on se rend compte que bien que ce monsieur soit décédé aujourd'hui, il est bien mort parce que là maintenant, on a le sentiment qu'il est en train d'entrer tout droit au paradis. Bon, c'est ce que nous demandons un peu, parce que permettez-moi de faire un peu cette petite virgule, qu'en réalité, c'est ce genre de combattants politiques que nous voulons dans ce pays. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle le militantisme politique, c'est une vision. C'est une vision. Si vous ne cernez pas la vision du militantisme, vous ne pouvez pas être militant politique. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire à certains de mes amis que quelles que soient les frustrations que nous subissons, quelle que soit la situation que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, restons des vrais militants politiques. Parce que c'est de la lutte politique que jailliront les étincelles du vrai changement dans notre pays. Eric Yombi, Etienne Tshisekedi Wamulumba, il a fallu attendre que son fils accède à la magistrature suprême pour que... Pourquoi on n'a pas inhumé Etienne Tshisekedi? On savait que l'issue allait être celle-ci. 2 ans quand même, c'est énorme. Je pense qu'il y a eu des négociations qui au final n'ont pas été positives pour qu'il soit enterré, inhumé beaucoup plus tôt, n'est-ce pas, oui, sur sa terre natale. Mais je pense que, comme l'a dit le précédent panéliste, je crois que ce qu'on retient, c'est que finalement, il a été accueilli et il est enterré, inhumé dignement. Et vraiment, excusez-moi, on ne peut pas parler de la RDC, ce très beau pays, sans que tout ce qui se passe là-bas nous inspire. Comme on fait son lit, c'est ainsi qu'on se couche. Ouais. Au soir de notre vie, au soir de la vie, n'est-ce pas, de tous nos dirigeants politiques, ils auront la récompense qu'ils auront méritée. C'est effectivement par rapport aux actions qui seront menées, c'est ainsi évidemment qu'on va, n'est-ce pas, leur accorder cet honneur. J'invite ici, une fois de plus, à ne penser qu'à la République. Il s'agit de ça, il s'agit du Cameroun, il s'agit de rien d'autre. Rien n'est au-dessus de la République. On le constate aujourd'hui, cet homme qui a lutté pendant longtemps, qui n'a même pas obtenu ses gains. Évidemment, ce sont les autres. Mais il a eu le courage, il a eu la sincérité de lutter. Au passage, évidemment, saluons le combat, n'est-ce pas, de cet homme. Qu'il repose en paix. Valérie Mandengue. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est le retour triomphal d'un homme qui a donné sa vie à son pays. Parce qu'il aurait pu faire comme certains, mettre sa jeunesse à autre chose. Mais depuis Mobutu jusqu'au père Kabila, fils Kabila, M. Tshisekedi est resté cohérent dans sa politique, cohérent dans sa façon de voir la chose politique. Ironie ou pas, il est inhumé aujourd'hui avec son fils qui est président de la République. Je pense que ceci nous invite à beaucoup d'humilité, à comprendre que toute action engendre des conséquences. Si vous travaillez, vous avez la récompense de votre travail. Et c'est d'autant plus un message pour nous au Cameroun, parce que pratiquement les mêmes effets de contestation qui étaient là-bas ont prévalu ici,
comme a dit Maître Kaka, en parenthèse, quoi. En 2018, vous avez eu une classe politique congolaise qui estimait que le code électoral n'était pas bon, tout était vicié, tout était fait pour le fils de M. Kabila, pour celui qui représentait le parti de M. Kabila, mais au bout du compte, M. Tshisekedi fils a fait prévaloir la loi des urnes. Lorsqu'un peuple vous soutient, lorsqu'un peuple vous donne son vote, rien ne peut empêcher que vous soyez là où vous devez être, là où le fils de Tshisekedi est aussi. Il y a eu des contestations, mais il faut ici saluer l'action qui a été faite depuis le père Tshisekedi jusqu'au fils, qui a mené d'abord une campagne courageuse, qui a mis autour de lui une plateforme, une coalition très forte, qui lui a donc permis d'avoir l'assentiment du peuple congolais. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous incliner parce que ce sont des personnages comme ça, en réalité, qui inspirent des générations entières. Faut-il toujours le fils qui accueille enfin la dépouille de son père, le président. Vous savez, Tshisekedi, ce que son père n'a pas pu obtenir, le fils est devenu président. Il a été longtemps combattu, il a été longtemps malmené. Et même après sa mort, son corps est resté, je peux dire, en exil, toujours à cause des affaires politiques. Et cela revient à dire que dans une dictature, la place des justiciers est soit en prison, soit en exil, c'est évident. Donc, le sort a voulu que Félix soit au pouvoir pour que la dépouille de son père retourne au pays. Mais ce qu'on retient quand même de lui, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, même ceux qui n'aiment pas, je dirais, la résistance, la lutte pour le changement commence à le féliciter. Mais à son époque, au sein même de l'appareil de l'État en RDC, il était considéré comme un trouble fait, celui-là qui voulait soulever et détruire le Congo. Ainsi va malheureusement la politique. Ça dit, vous voyez, vous vous soulevez contre un ensemble d'injustices, un peu comme le cas de Ounyobe, on peut vous assassiner, Ernest Wandi, on peut te mettre sur le poteau, et puis on fait croire que justement on le fait parce que si on ne te tue pas, la République ne va pas bien se porter. Sauf que les héros, malheureusement, sont choisis par les hommes. Ça dit, si moi aujourd'hui j'ai la possibilité de faire une stèle pour mon père, en plein cœur de mon village, je le ferai, et avec le temps, on peut manipuler les consciences et faire croire que tel et tel héros. Et tiens, si ce que dit est l'homme là même, qu'il faut avoir une stèle pour lui en plein cœur de Kinshasa, parce que il a traversé plusieurs générations de présidents, il a lutté dans 2 pays, d'abord au Zaïre et puis au Congo, et après sa mort, le corps est resté en exil parce qu'on le considérait comme celui qui voulait déstabiliser la RDC. Alors aujourd'hui, son corps retourne, c'est tout le Congo et qui est en joie. Papa est revenu, c'est lui qui nous a montré la voie, est revenu. On demande aux gens donc de s'engager contre les injustices, de s'engager contre la malgouvernance, de s'engager contre la corruption, justement parce qu'on n'a pas de vie, et l'homme n'est ce qu'il est que lorsqu'il entre dans le panthéon de l'histoire, et Tshisekedi a su bien le faire. Je reste avec vous, Fotin Zodjo. Demain, c'est le 1er juin. C'est bien ça? Oui, demain, c'est... Ça vous rappelle quoi? Ça nous rappelle, je dirais, la manifestation de l'un de nos droits les plus fondamentaux. Voilà. C'est la marche. Pourquoi vous voulez marcher demain, malgré l'interdiction de l'autorité? Vous savez, nous avons 2 raisons de marcher demain. D'abord, la marche, on ne sait pas pourquoi l'autorité l'interdit. Premièrement, on ne sait pas pourquoi l'autorité l'interdit. Parce qu'une marche... Surtout, ils mettent trouble à l'ordre public. Risque de trouble à l'ordre public. Nous avons marché le 26 janvier. Nous n'avons pas troublé l'ordre public. C'est l'ordre public qui nous a troublés. C'est l'ordre public qui nous a troublés. On a vu nos militants être arrêtés, embâtis puis enfermés alors qu'ils marchaient les mains nues dans le cadre du territoire camerounais. Même un banc public n'a pas été cassé, même une feuille n'a pas été déplacée de là où elle était posée. Alors pourquoi les gens doivent marcher? Je dirais, il y a de cela quelques temps, qu'il faut savoir faire une différence entre la liberté d'expression et la liberté de bavarder, parce que dans la plupart des temps on dit au Cameroun il y a la liberté d'expression parce que les gens parlent, mais s'exprimer n'est pas bavarder. S'exprimer, c'est ce que les MRC veut faire demain. On dit il faut que la guerre, que l'État trouve des solutions à la guerre qui se déroule actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et comme ça ne bouge pas, nous voulons nous exprimer sur la question en disant nous ne sommes pas d'accord. Nous demandons
également la vérité dans une. Nous continuons de revendiquer, nous nous exprimons. On en a vu au Congo. Je suis heureux qu'on parle de Tshisekedi, qui a pu mobiliser des milliers de Congolais, et sans que cela n'empêche au pays de fonctionner. Alors pourquoi les gens ne peuvent pas s'exprimer? Pourquoi il faut laisser les gens bavader, crier? Lorsqu'il faut exprimer une opinion, exprimer une colère, on nous demande d'avoir l'autorisation. Qu'est-ce qui coûte à la police de se mettre devant et derrière la marche, selon les itinéraires qui ont été donnés, d'encadrer les marches, et chacun rentre chez lui en étant fier? Je suis Camerounais, je me suis exprimé, j'espère que ma voix a été prise en compte, j'espère qu'on m'a compris. Qu'est-ce qui est difficile à cela? On ne sait pas. Qu'est-ce qui fait que les gens doivent toujours être emprisonnés, empêchés de s'exprimer? Pourquoi les gens peuvent prendre les rues pour organiser des concerts, des concours de boissons, des funérailles? On prend la rue pour tout faire. Et on s'en fout si la population marche bien. Parfois, on ne sait pas qui contrôle ces rues. Les sociétés brassicoles peuvent occuper les rues toute une journée. Ils obtiennent souvent l'autorisation des municipalités. Oui, alors pourquoi, quand il s'agit d'une marche d'expression, d'une opinion, ces mêmes administrations nous refusent l'autorisation? Est-ce que organiser un concours de consommation d'alcool est plus aisé que marcher pour dire, par exemple, nous avons une crise qui traverse notre pays, trouver des solutions? On devrait obtenir plus facilement l'autorisation à quel sujet? Donc demain, nous allons marcher. D'ailleurs, le vice-président du MRC, Mamadou Mokhtar Lamatélé, a d'ailleurs appelé les forces de l'ordre et de sécurité de sécuriser la marche, et que nous allons d'ailleurs remettre entre leurs mains tous ceux qui vont essayer de troubler ou de poser des actes en violation de la loi. Donc, quitte à eux de jouer aussi leur rôle tel que notre constitution le prévoit. Valérie Mandengue, on a suivi dans la sortie du premier vice-président du MRC, Madou Mota, il parle de, entre autres, ils vont dire non au transfert de pouvoir de gré à gré. Monsieur Serge Alain, je pense que nous avons plusieurs fois ici analysé et débattu sur les questions qui pouvaient porter à querelle. Vous venez de parler du gré à gré. Mais je parle sous la conduite et sur la protection de deux éminents juristes sur ce plateau, que la délégation de pouvoir, puisqu'il s'agit d'elle, est encadrée de signature, est encadrée par la loi. Elle est une délégation d'un certain nombre de prérogatives. Elle n'est pas une délégation de pouvoir en elle-même, qui entraîne le délégataire via le délégant. Quand je termine de dire cela, j'ai suivi avec, comme vous, avec beaucoup d'entrain, le passage de M. Mota. Je me sens satisfait qu'enfin, au niveau du MRC, qui est ce qu'on appelle la discipline hiérarchique, parce que vous savez très bien qu'une cacophonie est souvent engendrée dans cette formation politique. On ne sait pas qui fait quoi. De temps en temps, c'est M. Bibou Nissa qui parle au nom du parti. Un moment, c'est M. Mota. À un autre, c'est souvent Maître Ndong. On ne sait pas qui fait quoi. Mais toujours est-il que, comme je vous l'ai dit en première partie d'émission, tout ceci participe d'une compétition en réalité que le MRC lui-même s'est lancé. Je voudrais dire ici, avant que nous coupions le plateau tout à l'heure pour le journal, que le RDPC, le parti auquel j'appartiens, n'est pas en compétition avec le MRC. Nous avons eu un compétiteur lors de l'élection du 7 octobre 2018 qui était M. Maurice Kamto. Et depuis le 22 octobre, nous n'avons plus M. Maurice Kamto comme compétiteur. Donc il est important de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un certain nombre de panélistes ici qui ont failli faire croire à l'opinion que nous sommes dans une compétition. Non, le RDPC n'est pas dans une compétition avec le MRC. Il faut dire que ça se le dise. Que ce soit sur le plan de l'assise territoriale, sur le plan de la représentativité au niveau des collectivités territoriales décentralisées, et que ce soit au niveau même de la Chambre basse du Parlement. Nous ne sommes pas en compétition avec le MRC. Maintenant, pour terminer sur la question des marches, Monsieur Serge, je suis jeune cadre politique du RDPC. La marche de demain concerne le MRC. Il est une chose de dire qu'on va marcher, il est une autre de marcher. Moi, ce que je peux dire ici sur ce plateau, c'est de dire aux militants du MRC, sortez demain marcher. Mais lorsque vous allez sortir demain et marcher, il ne faudra pas que la semaine prochaine, lundi, à partir de lundi, on nous parle encore d'une autre cuvée de prisonniers politiques.
Parce que ceux qui sont là depuis le 26 et le 28 janvier, une communication insidieuse a passé le temps à vouloir les faire passer pour des prisonniers politiques. Nous savons très bien les conséquences qu'ont eu, notamment au niveau de l'étranger, la marche qui avait été incitée le 26 janvier. Nous savons aujourd'hui, parce que nous tous nous utilisons l'outil numérique, les marches, il y a eu des marches qui ont eu lieu de quelques Camerounais ici et là à l'étranger. Et nous avons très bien vu qu'une relation incestueuse est déjà en place entre les activistes, les militants MRC et des activistes et militants de l'État fantôme d'Ambazonie. Ça pose un problème de cohérence. Pourquoi? Parce que ils ont dans un... Vous avez des éléments de preuve, vous avez ce que vous affirmez là, Valérie Mandela. Ce que je vous dis est vrai. Monsieur Wafo était il y a un mois à Dublin dans une réunion avec les chefs séparatistes ambazoniens. Ok, ça c'est vous le dites. Et à la manifestation de Paris, je peux continuer. Oui, à la manifestation de Paris, on a vu monsieur Nganam main dans la main avec des Boris Berthaud, tout ce qui va avec. Okay. Je vais se mettre de mes propos maintenant. Juste pour terminer, oui. C'est pour dire que en fait, pour nous, ce sont des effets d'annonce. Parce que plusieurs fois, des marches ont été faites, ont été programmées à grand renfort de communication, tout azimut sur les réseaux sociaux. Mais on sait une seule chose, une révolution, quand elle doit être mise en place, elle n'est pas mise en place par un parti. Une révolution est mise en place à travers une idéologie dans laquelle les populations se ressentent. Aujourd'hui, le 7 octobre, les Camerounais ont renouvelé un mandat à un chef, à un monsieur, en lui posant des actes clairs, en lui demandant un certain type de réforme que le président de la République est en train de mettre en place. Merci Valérie. Maître Kakak, vous avez suivi également cette sortie du premier vice-président du MRC, Mamadou Mota. Il dit, il demande au chef de la police, à la gendarmerie, d'encadrer, d'accompagner les manifestants, d'encadrer. La manifestation de... Monsieur Alain, avant de répondre à cette question, j'avoue que chaque fois que je vois les actions du MRC, je m'interroge. Je n'ai rien contre ce parti dans lequel j'ai beaucoup d'amis. Je peux citer Paul-Éric Kinguet, je peux citer Célestin Diamen. Paul-Éric Kinguet n'est pas au MRC. Hein. Ah bon, dans tous les cas, il a été avec fait à un moment donné, pendant la présidentielle. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui... Il est dans la coalition. Il est dans la coalition. Il est dans la coalition. Oui, il y a les Célestin Diamen, il y a mon estimé confrère aîné, frère et promotionnaire, Maître Emmanuel Sim. Donc, c'est dire que j'y ai beaucoup d'amis. Oui. Mais il y a des moments où je m'interroge sur les options choisies par ce parti. Parce qu'en fait, vous savez, j'ai eu le petit privilège d'apprendre les sciences politiques à l'école. Oui. Il y a un cours en sciences politiques qu'on appelle le marketing politique. Et lorsque vous faites le marketing politique, il y a un chapitre qui est très intéressant, qu'on appelle la théorie des 4 T. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle ces les 4 T? Le premier T, qu'un homme politique doit s'approprier, c'est la thématique. C'est le terrain. Il faut maîtriser le terrain. Quand vous faites la politique, il faut connaître votre terrain. Le deuxième T, c'est les thématiques à développer sur le terrain. Le troisième T, c'est le temps qu'il faut adopter lorsque vous développez cette thématique. Et le quatrième T, c'est le temps. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous voyez l'option de la marche que les MRC choisit tout le temps, il faut se poser une question lorsque vous voulez marcher. Est-ce que vous êtes sûr que le terrain va vous suivre? Qu'est-ce que j'appelle le terrain? C'est le peuple. Est-ce que les populations sont prédisposées à marcher avec vous? Il faut vous poser cette question. Deuxième chose qui rentre toujours dans le terrain, c'est la réaction des autorités. Parce que lorsque vous êtes un homme politique, vous devez faire preuve de responsabilité. Ça veut dire que vous prévoyez, lorsque vous projetez un acte, vous devez être capable d'imaginer la réaction que vous allez trouver en face. Lorsque vous voulez donc marcher, quelle réaction les autorités vont avoir? Et qu'est-ce que ça peut donner? Aujourd'hui, tous les Camerounais en appellent à un apaisement. Tout le monde voit que le climat socio-politique est étendu au pays. Tout le monde veut qu'on aille dans le sens de l'apaisement. Beaucoup de voix se lèvent pour inviter le chef de l'État à tenir un discours d'apaisement, à adopter une posture d'apaisement. Et je pense que c'est le même discours, c'est la même interpellation qu'on fait aux acteurs politiques de l'opposition. Donc je pense de mon point de vue que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'adopter une posture qui puisse nous amener à un peu plus d'apaisement. Question, parce que lorsqu'on parle même du dialogue, que tout le monde appelle aujourd'hui, vous comprenez? Est-ce qu'on peut faire un vrai dialogue quand le climat social est tendu? Je n'en suis pas si sûr. C'est pour ça que je pense que moi,
la marche, c'est une bonne chose. C'est l'option choisie par le MRC. Je ne suis pas du MRC, mais un acteur politique, un observateur plus ou moins averti, je peux quand même m'interroger sur la démarche. Parce que nous savons tous que la première marche du 26 janvier a donné des conséquences qui ont victimisé l'ensemble du pays aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on continue à tirer sur nous, tout à l'heure c'est Eric qui parlait de l'honorabilité du pays. Oui. Je pense que même cette action du 26 a contribué à écorcher, pour ne pas dire à ternir cette honorabilité de Cameroun. De mon point de vue, si le MRC, qui est un parti très populaire, qui est un parti que beaucoup de Camerounais ont adopté, et qui est un parti qui inspire beaucoup d'espoir aux Camerounais, de mon point de vue, cette marche ne me semble pas opportune, parce que j'ai le sentiment et la même conviction, comme on dit souvent, il n'y a jamais de 1 sans 2, on va se retrouver dans la même situation que celle qu'on a vécue le 26 janvier, et ce ne sera pas de nature à nous aider à sortir de l'auberge. Donc, si j'avais une suggestion à donner par rapport à cette question, je pouvais demander à mes estimés compatriotes de ce parti que j'aime tant, parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait observer. Le professeur Kamto a été mon enseignant pendant 2 ans. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il nous a professé beaucoup de choses dans le sens de la connaissance. Et je ne suis pas très content de le voir dans cette situation aujourd'hui. Et je me dis que si j'ai une petite contribution à apporter, c'est d'amener son parti et lui-même à comprendre que, pour le moment, je pense qu'ils ont adopté la bonne posture en saisissant les institutions internationales pour poser leurs problèmes. Laissons cette institution faire le travail dans les règles de l'art. Évitons de continuer à, attendre l'atmosphère et le climat sociopolitique. Je pense aussi que cette marche n'a pas lieu. Cela ne peut qu'aider les Camerounais à aspirer à quelque chose de plus apaisant. Eric Giombi, le MRC déterminé à marcher demain malgré l'interdiction de l'autorité administrative. Ce que je constate, c'est que le MRC a engagé, comme on l'a remarqué tout à l'heure, une lutte juridique, notamment avec les instances internationales. Oui. Mais il faut bien comprendre que cette confrontation est d'abord une confrontation politique, au sens où on a un parti politique, et c'est son bon droit, évidemment, qui aimerait prendre le pouvoir. C'est tout à fait logique. Mais il faut bien comprendre que dans cette confrontation à laquelle on assiste, on constate que le MRC va avec un certain nombre de défaveurs, parce qu'on voit bien qu'il y a une inégalité de force, évidemment, sur ce marché, sur ce terrain, malheureusement. C'est peut-être aussi une invitation, n'est-ce pas, au MRC de réviser sa stratégie, sa tactique, pour voir ce qui n'a pas marché. Mais après avoir dit cela, je pense qu'il doit avoir une véritable réflexion sur la paix sociale au Cameroun. Lorsqu'on a dit que le MRC, s'il doit révisiter, n'est-ce pas, sa stratégie, ça veut aussi certainement dire que le gouvernement en place, promu par le RDPC, certainement devait aussi lâcher du lest pour qu'on assiste à une paix sociale. On est fatigué de cette bipolarisation de partis, mais surtout on est fatigué par un autre problème qui, semble-t-il, est aussi un vrai problème pour le MRC. Ce sont les hommes providentiels que nous avons au Cameroun particulièrement. C'est-à-dire que dans les différents camps politiques, ce que nous semblons voir, ce sont les hommes sans qui le parti ne peut pas fonctionner. Un Cameroun sans un leader DPC, dont le Cameroun ne peut pas fonctionner, c'est un peu dangereux. Et moi, je suis même inquiet par rapport à cette situation. Il faudrait que ce soit dans une logique désormais où les autres hommes continuent l'action que les pères fondateurs, que les pionniers ont pu mettre sur pied. Mais on semble voir que cette logique des hommes providentiels, ça semble persister. Et je vais terminer évidemment en disant ceci, une fois de plus, c'est mon vœu le plus cher. Dépassons nos clivages. Ne restons pas dans nos cocons partisans, dépassons tout cela. L'heure est suffisamment grave pour qu'au Cameroun, en ce moment, qu'on s'asseye, qu'on se parle autrement. C'est une invitation évidemment que je fais ici aux représentants de ces deux partis évidemment qui symbolisent, n'est-ce pas évidemment, tous ces entrepreneurs politiques, y compris le gouvernement en place. Aujourd'hui, les populations n'en peuvent plus. Si aujourd'hui quelqu'un se lève à Douala, en Konsamba et Bolova, disant qu'il n'est pas impacté par cette crise anglophone, par cette tension sociale qui est perceptible, je crois que ce ne serait pas vrai. Aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête et qu'on se dise, pour une fois, il faudrait que la paix revienne. Qu'évidemment, sur le marché politique,
qu'on soit dans une situation où le président Biya, pourquoi pas, puisse engager des mesures pour acheter cette paix sociale. Et nous attendons tous, n'est-ce pas, cette véritable paix sociale. C'est Jalon. Les Camerounais parlent. Je suis déjà très gêné lorsqu'à chaque fois on veut donner des leçons au MRSI, alors qu'en face, le principal problème, c'est le RDPC qui tient les rênes de ce pays depuis plusieurs décennies et que personne n'ose toujours lui dire. Mon frère, le représentant du RDPC Mandengue, dit premièrement parce que permettez-moi de relayer puisque c'est au peuple qu'il parlait. Ils ont bien interpellé les deux. Je vais revenir rapidement. Au sein de mon parti, la hiérarchie est respectée, M. Mandengue. Nous tenons nos assemblées pour élire notre président avant de l'envoyer aux élections, contrairement à votre parti où le président est par nature. Donc, Bibou Nissak a son rôle, M. Morta a son rôle, tout le monde a son rôle. Et puis, le président, ils sont élus. Il n'y a pas de président. Ils sont sortis de cela. Monsieur Yombi vient de vous inviter à sortir de cela. Soyez moins radical. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Allez-y. Moi, j'ai comme l'impression que le désordre est une marque déposée chez toi. En fait, il faut comprendre, quand M. Morta parle du nombre de transferts de pouvoir de gré à gré, il revient sur la délégation des signatures, alors qu'avant que le scandale de la délégation des signatures n'arrive, nous on parlait déjà du pouvoir de gré à gré. On est libre de penser qu'à Yaoundé, on veut transmettre le pouvoir de gré à gré. C'est un droit. Je suis libre de penser. Vous ne pouvez pas m'empêcher de penser ou orienter mes pensées. Sincèrement, il faudrait à un moment donné qu'on arrête. Maintenant, revenons au discours de l'apaisement pour avoir un pays vivable. Vous savez, lorsque les arrestations ont eu lieu le 28, le président Maurice Kamto a dit « Moi, je veux rencontrer M. Mbia pour que nous discutons. » Il n'a pas dit « Je m'en fous de M. Mbia ». Il n'a pas dit « M. Mbia, c'est qui ?» Il n'a pas dit « Le Cameroun, c'est quoi ?» Il dit « Je veux rencontrer M. Mbia pour que nous discutons. » Parce que les enjeux de ce pays sont au-delà de la chose politique et électorale. Ce sont les déclarations du président Maurice Kamto. Ça veut dire que la démarche de l'apaisement, le MRSI a toujours voulu l'initier. Sauf que nous avons en face de nous des personnes très arrogantes, très orgueilleux, qui pensent à un moment donné que tenir un discours de bras de fer du genre « l'État est un monstre froid », force reste à la loi, des billes vont aller régler le problème, pouvait nous construire. Mais nous continuons de dire, même les marches que nous lançons demain sont des démarches d'apaisement. Nous disons, manifestons pour leur montrer que nous ne sommes pas contents. S'ils peuvent nous écouter, parce que si à travers les plateaux de télévision, ils ne nous écoutent pas, si à la justice, ils ne nous écoutent pas, si sur les réseaux sociaux, ils ne nous écoutent pas, si dans les correspondances envoyées, ils ne nous écoutent pas, mais essayons quand même d'aller dans les rues avec nos pancartes pour dire nous sommes fatigués des problèmes, nous sommes fatigués des crises, nous sommes fatigués des scandales, nous sommes fatigués de la honte. De la honte. La place que le Cameroun occupe en Afrique n'est pas une place qu'on pouvait jouer avec. On ne devrait pas être encore en train de parler de l'affaire électorale. S'il n'y a jamais au niveau du Conseil constitutionnel, puisque ce que nous demandions à l'époque, c'était le recomptage des voix bureau par bureau. Je suis sûr que cette base, peut-être le RDPC aurait gagné, et puis on serait passé. Mais on dit non, irrecevable, irrecevable. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont incontestables. Nous avons clos le sujet, avançons. On crée des frustrations. On en a vu de même avec la crise anglophone, on crée des frustrations. Mais il est alors temps que ceux qui sont en face et qui ont la responsabilité et les moyens de régler les problèmes de notre pays prennent leurs responsabilités et mettent fin à ces multiples crises que traverse notre pays. Moi, je suis un entrepreneur, mais j'en souffre de ces crises. Okay. Moi, ça me menace. Ça menace mes activités. Je ne peux plus aller à Boya faire mes affaires. Je ne peux plus aller à Bamenda. Je ne peux plus voyager faire mes affaires à l'intérieur de mon pays. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui pensent que c'est la force qui résout les problèmes. Okay. On peut utiliser la force, on peut utiliser la violence, la brutalité pour résoudre les problèmes. Alors, quand c'est difficile, comme actuellement, tout le monde en paie le prix. Que ce soit les militants du MRSC, que ce soit les militants du RDPC, que ce soit les non-partisans, tout le monde paie le prix. D'où
nous avons toujours, et vous le savez que j'ai toujours été favorable à un dialogue pour le problème anglophone, même avec ceux que nous considérons comme des terroristes. Mettons-le sur la table, dites-le, vous êtes nos frères, nous avons tous ensemble commis des erreurs, essayons d'arranger pour que notre pays avance. Et justement, les raisons pour lesquelles nous marchons également demain, c'est sur cette question de la crise anglophone aussi. Ok, Valérie Mandengue, est-ce que vous comprenez cette attitude, hein? Il y a un parti qui a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps, a obtenu des autorisations, et qu'aujourd'hui le MRC qui demande que ce soit systématiquement refusé. Monsieur Serge, est-ce que vous comprenez je ne peux pas avoir la prétention de parler ici au nom de l'administration. L'administration a des informations que je n'ai pas, oui, notamment l'administration territoriale et le renseignement provisionnel. Donc je ne peux pas parler à leur place, mais j'estime que si nos autorités, en ce qui les concerne, estiment que cette marche n'a pas lieu ou ne doit pas avoir lieu, ils ont des raisons suffisamment légitimes. Maintenant, comme nous sommes en train de sortir de l'émission, oui, je voudrais indiquer ici, pour des passionnés, non, sur cette... oui, on va revenir, vous avez dit, l'honorabilité du Cameroun n'est pas entamée. On veut comprendre comment l'honorabilité n'est pas entamée par rapport à ce qui se passe à la Commission des droits de l'homme et des libertés. Non, dans ce que j'ai dit, je contextualisais sur la thématique que nous avons en place, c'est-à-dire que notre pays, le Cameroun, comme d'autres pays d'ailleurs, peuvent être mis ou bien épinglés dans un certain nombre de dossiers sur le plan international. Maintenant, il apparaît, lorsque on vous porte plainte, celui qui vous porte plainte doit apporter les preuves de sa plainte. Mais il vous appartient toujours que votre honneur n'est pas entamé tant que la justice n'a pas dit de celui qui vous a porté plainte qui a raison. Donc je voudrais simplement dire que pour parler de l'apaisement tant recherché, je voudrais rassurer un certain nombre de co-panélistes sur ce plateau. Le président a entamé depuis pratiquement 3 ans un certain nombre d'actions. On peut les apprécier, on peut ne pas les apprécier, mais il y a la volonté d'un retour à l'apaisement. Le Premier ministre était dernièrement sur le plateau. Vous avez pu voir ce qui a pu être fait. Le Premier ministre est descendu, il a rencontré les populations. Maintenant, il est temps pour lui de faire un état des lieux, de transmettre ses résolutions au président de la République qui va trancher. Mais la volonté du gouvernement est inébranlable pour le retour à la paix. C'est pourquoi vous allez voir en finissant, je vais simplement indiquer qu'il ne faut pas jouer le jeu du chat à la souris. Venez donner l'impression sur les plateaux de télévision que vous êtes pour la paix, et en offre, on voit vos militants et partisans avec ceux qui se lancent la guerre. Merci. Nous le sommes très rapidement. Voilà, merci. Mais c'est pas vous deux. Merci. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci Valérie, merci Maître, merci Eric Gambi, merci Fouting Zodjou. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève ce numéro Equinoxoir. On se retrouve lundi à partir de 19h sur le même plateau. Madame, monsieur, rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Kribi.